savez, un peuple a toujours besoin, à un moment donné, surtout des moments solennels comme des fins d'année, d'un nœud, comme dans les télécommunications, d'un nœud intelligent de réception, de décryptage de ces complaintes et également de messages, d'envoi de messages et d'actes d'espoir. Et quand on compare le discours du président de la République le soir du 31 décembre avec ses attentes et ses préoccupations du peuple, on sent un décalage décevant. Les Sénégalais attendent d'un président de la République, dans le contexte qui est le nôtre, des solutions concrètes aux problèmes liés à la pauvreté, à l'ignorance, au chômage des jeunes, à l'insécurité et à la maladie. Mais lorsqu'on lit le discours, la principale annonce, c'est d'inviter les Sénégalais à venir nettoyer les rues le 4 janvier. Je pense que c'est un décalage décevant. Ce nœud intelligent, justement, devrait permettre de donner des pistes de solutions à travers la gestion des ressources naturelles que nous avons, qui est une question essentielle, qui n'a pas été traitée, à travers l'intégrité du système électoral et des droits et libertés. Aujourd'hui, on arrête des jeunes comme Guy Marius Sagna parce qu'il a touché les grilles du palais. C'est incroyable. Il faut garantir, envoyer des messages de garantie de l'égalité devant les charges publiques. Aujourd'hui, on voit une disparité dans le traitement, une impunité. Il y a deux Sénégal. Pas un Sénégal pour tous et le Sénégal de tous. Il y a le Sénégal d'un bord et le Sénégal d'un autre bord. Et ça, on n'a pas eu le sentiment qu'il y avait des solutions. L'autre question est relative à l'administration, à sa réforme. Il en a parlé. Mais dans quelle direction cette réforme doit aller? Quelles sont les solutions qui sont proposées? Et ensuite, la justice. Aujourd'hui, beaucoup de dossiers très importants, les dossiers liés à la gouvernance qui ont été traités par l'OFNAC, les dossiers des 94 milliards, les dossiers relatifs à la question de Petro-Tim sont en justice. Les garanties doivent être données que ces questions-là seront traitées de façon certaine, de façon équitable. Voilà ce que nous attendions. Malheureusement, nous n'avons pas eu droit à des réponses sur ces questions. La différence réside dans le fait que les questions sur lesquelles il s'était prononcé, en faisant des promesses fermes comme le terre, ont été complètement ignorées. Dans le dernier message, il parlait de la baisse, de la tendance à la baisse de l'électricité. Aujourd'hui, on assiste à une hausse de l'électricité. C'est une série d'autoglorifications et de dédits qui n'honorent pas le Sénégal. Je pense que tout ça est lié à une chose simple, c'est que la voie empruntée n'est pas la bonne. Et il faut changer de cap. Aujourd'hui, il faut changer de cap pour renforcer les acteurs majeurs de l'économie sénégalaise. D'abord l'État, ensuite l'entreprise. Vous voyez la situation dans laquelle se trouvent les entreprises nationales, les entreprises du secteur privé qui n'arrivent pas à intervenir de façon substantielle dans les projets qui sont en place. Renforcer également le travailleur. Vous avez vu le réchauffement du front social, parce que le travailleur a des revenus qui sont insuffisants, fait face à des charges qui grandissent, avec un contexte d'ajustement structurel, et à la retraite même se retrouve dans une situation précaire parce qu'il ne bénéficie pas d'une retraite décente, il ne bénéficie pas non plus d'un minimum vieillesse. Il y a la jeunesse. Vous voyez la situation dans laquelle se trouve la jeunesse, qui n'arrive pas à trouver le créneau pour
un emploi, 200 000 travailleurs, nouveaux demandeurs d'emploi chaque année, on ne peut pas y répondre avec le schéma qui est mis en œuvre aujourd'hui. Parlons des femmes, c'est la même chose. Elles ne sont pas protégées. Vous voyez les violences. Ce n'est pas en votant des lois qu'on règle ces questions. Il faut prendre des mesures concrètes de protection de la jeune fille et de la femme, de renforcement de ses capacités par la formation, de renforcement de son organisation à travers les mutuelles, à travers les groupements de femmes. Il faut également financer ces femmes-là. Et c'est justement cet argent-là qui manque. C'est cet argent que l'État peine à mobiliser. On vient de voter un budget 2020 qui est caractérisé par un endettement excessif qui fait plus de 53% du produit intérieur brut. Le paiement de cet endettement est extrêmement lourd parce que le service de la dette, les commissions sont très élevées. Et ensuite, les ressources naturelles sur lesquelles on pouvait raisonnablement compter ont été attribuées dans des conditions qu'on ne maîtrise pas. Les retombées de ces ressources naturelles-là sont faibles. Aujourd'hui, si nous regardons les chiffres du FMI, de 2024 à 2040, les ressources naturelles ne donneraient que 1,6% de point de croissance. C'est peanuts par rapport à ce qu'on peut espérer. Donc voilà les vraies questions sur lesquelles il faut un changement de cap. Et justement, le discours qu'on a ne permet pas d'avoir ce changement de cap. Le budget 2020 qu'on vient de voter également ne permet pas d'avoir ce changement de cap. En décembre 2020, on aura le même discours, avec la même glorification, avec toujours les mêmes promesses qui ne seront pas. Et en fait, lorsque vous avez un déficit budgétaire, quel que soit le déficit, qu'il soit de 3%, de 6%, c'est un déficit budgétaire. Ça veut dire que les recettes que vous collectez, y compris l'endettement et tout, ne permettent pas de faire face aux dépenses que vous avez engagées. Donc vous êtes déjà dans une situation difficile. Vous ajoutez au déficit budgétaire un déficit de la balance des paiements. La masse monétaire, la masse d'argent que vous sortez pour payer vos exportations est beaucoup plus élevée que l'argent que vous tirez de l'exportation de vos produits. Donc, déficit de la balance des paiements. Ensuite, endettement important, comme le cas que nous avons 53% du PIB. Voilà les trois conditions pour prendre des mesures d'ajustement structurel. Ce qui est en train d'être fait. Aujourd'hui, on est dans un contexte d'ajustement structurel avec des mesures de réduction des dépenses, d'achat de véhicules, de carburant, et puis de vérité des prix, hausse des prix, etc. Donc, le tableau qu'il faut peindre, c'est ce tableau-là de déficit. Ce déficit, cet ajustement structurel qui montre qu'on est revenu à la case de départ. Malheureusement, on avait une fenêtre de tir extrêmement intéressante après 2012. La croissance était faible, mais on avait un contexte très favorable avec la baisse du dollar, la baisse du prix du pétrole. C'était une occasion pour maîtriser l'énergie. Aujourd'hui, malheureusement, on revient à la location de bateaux pour avoir de l'énergie, alors que cette situation était dépassée, alors que même le gouvernement avait fait des efforts avec un mix énergétique qui permettait d'avoir du solaire, avec un investissement privé, ce qui était très intéressant. Parce que l'investissement privé, ça crée des emplois, c'est des impôts, c'est des emplois sur une durée extrêmement importante. Ce n'est pas la même chose que l'endettement public qui ne crée pas d'emplois pour une longue durée. Même si on a une croissance, la qualité de la croissance n'est pas bonne. On a une croissance qui tourne autour de 6%. D'ailleurs, c'est étonnant parce que ça tourne toujours autour de 6%, que l'hivernage soit bon ou non, que les investissements s'arrêtent ou non. Il faut bien qu'on voit les chiffres. Mais même si on admet cette croissance-là, c'est une croissance qui n'est pas inclusive, qui ne rabote pas la pauvreté. Et si la pauvreté n'est pas rabotée, les secteurs qui sont porteurs de croissance qui peut avoir un impact positif sur la vie des citoyens, comme l'agriculture, la pêche, l'élevage, le tourisme, la culture, ces secteurs-là ne reçoivent pas les financements. Parce que les financements que nous recevons venant de l'étranger sont des financements liés. Et les entreprises de ces pays font l'essentiel du travail. Et le reste est réparti entre quelques rares entreprises nationales.
Mais exactement ce qui est normal, ce qui fait qu'aujourd'hui, les entreprises privées se retrouvent dans des situations difficiles, en plus de l'endettement. Je pense que c'est une question extrêmement grave, les conditions dans lesquelles on est passé ou on veut passer du CFA à l'euro, à l'éco. D'abord, c'est bien parce qu'il y a eu beaucoup de pression. C'est une question qui intéressait beaucoup la France. Il y a eu la pression des Sénégalais, des Africains contre le CFA, qui quand même comporte des aspects choquants. Il y a eu la pression au sein de l'Union européenne, avec des pays comme l'Italie, l'Espagne, qui disent à la France, mais attendez, si vous êtes dans une situation confortable, c'est parce que vous bénéficiez des réserves des pays de l'UEMOA et en tout cas des autres pays de l'Afrique centrale qui sont dans le CFA. Il y a aussi la pression de la Russie qui a signalé sa présence en Afrique. Vous avez suivi le sommet de Skopje, co-présidé par le président égyptien. La Russie a montré une volonté de venir investir en Afrique pour effectivement s'imposer. Ensuite, vous avez la pression de la Chine qui aujourd'hui a presque la même part de marché que la France en Afrique. Donc, il tourne autour de 16-17%. Donc, cette menace-là, devant cette menace, la France a pris le pari de reculer pour sauver le CFA. Et malheureusement, les pays de l'UEMOA ont donné la bouée de sauvetage au CFA au lieu de donner cette bouée de sauvetage à l'éco de la CEDEAO, qui est une monnaie flexible, qui va être indexée à un panier de monnaie en fonction du niveau économique qu'on a, et qui concernerait plusieurs pays, une quinzaine de pays. On ne peut pas avoir une solution monétaire qui est parfaitement conforme aux aspirations du peuple, c'est-à-dire booster l'économie, avoir une monnaie flexible et laisser cette possibilité pour aller vers une monnaie avec une parité fixe qu'on a gardée. Cette parité fixe qui, soi-disant, protège contre l'inflation, ça montre le manque d'ambition. L'ambition de nos pays, c'est de développer l'intégration en mettant de l'avant l'industrialisation à partir de nos matières premières, maîtriser l'énergie, transformer nos matières premières, créer des emplois et avoir des produits à exporter. Parce que l'échange intracommunautaire est très faible. Si tu prends le pays de l'UEMOA, en Afrique en général, ça tourne entre 16 et 17% entre les pays membres. Ici, ça tourne autour de 11-12%. C'est extrêmement faible. Vous allez échanger quoi? Quels produits vous allez échanger? Surtout après avoir signé des APE, vous allez échanger des produits qui ne vous appartiennent pas. Donc, il faut produire ou périr. Et pour produire, il faut industrialiser, il faut aussi moderniser l'agriculture, il faut mettre de l'argent dans la transformation des produits agricoles, mettre de l'argent dans la transformation des produits halieutiques, des produits miniers. C'est comme ça qu'on développe un pays. On est en train d'assister à un recul démocratique au Sénégal depuis 2012. Il y avait des acquis extrêmement importants. Sur le plan électoral, je n'y reviens pas, mais même sur le plan des libertés. Avant, on a une constitution qui octroie le droit de marché. Tu n'as même pas besoin d'autorisation. Tu informes l'autorité. Et l'autorité, parfois, refuse d'organiser l'encadrement des marches avec plus de moyens que si elle avait laissé ces marches se dérouler. Donc, il est inadmissible d'interdire sur tout ou partie du territoire une marche, sauf si ça trouble l'ordre public. Troubler l'ordre public, ce n'est pas ne pas avoir les mêmes opinions que le pouvoir. Donc, à mon avis, il faut arrêter cette tendance liberticide. C'est le prétexte pour interdire des marches de l'opposition, des marches de la société civile. On doit dépasser cela. On doit laisser les gens exprimer librement leur opinion. Vous avez vu la soirée du 31 décembre. Le président de la République a occupé toute
les chaînes de télévision. Et Sen TV, que je salue et que j'encourage dans le combat qui sont menés, sous prétexte d'une violation d'une règle sur les produits de dépigmentation, a reçu une sanction qui est disproportionnée. Fermeture pendant une semaine et mise en chômage technique de braves travailleurs. C'est disproportionné. Il faut apprécier. Il y a une erreur manifeste d'appréciation qui a des soubassements politiques indiscutables. Donc aujourd'hui, le débat qui se pose, c'est est-ce que nous avons la volonté de sauvegarder les droits et libertés? Les droits et libertés, c'est un élément de la démocratie. On ne peut pas, parce qu'on n'est pas d'accord avec les gens, qu'on occupe la radio par la force de l'argent ou la télévision. Il faut laisser les points de vue différents s'exprimer. Le président de la République, au lendemain de sa victoire non reconnue par l'opposition, a senti le besoin de dire « attention, parlons-nous » sur les questions politiques d'abord. Et nous sommes parfaitement d'accord sur ça. Notre parti, notre coalition participe à cette réunion pour revenir à 2012. Quelle était la situation du code électoral en 2012? On revient, donc tout ce qui a été fait pour casser le dispositif électoral sur les cartes, sur le parrainage, sur le fichier électoral, etc., on le casse, on revient à 2012. Et ensemble, on essaie de trouver des améliorations consensuelles. On regarde s'il faut faire le parrainage, comment il faut le faire, sur les élections, etc. Ça, nous sommes parfaitement d'accord. Par contre, pour ce qui concerne ce qu'ils appellent le dialogue national, nous pensons que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens pour un président de la République qui vient d'être élu, qui a sa politique, qui pense que c'est la bonne politique, de dire voilà, venons, discutons de comment il faut faire. Il n'a qu'à dérouler et les gens apprécieront. S'il pense qu'en déroulant, il a besoin des compétences de telle ou telle autre frange de l'opposition, il discute directement avec eux pour voir s'ils peuvent avoir, on l'a vu au Sénégal. Mais venir sous le prétexte d'un dialogue national, ameuter toute la République pour parler de questions qui ne sont jamais traitées, traitons. Mais c'est lui qui sait, mais on verra. Mais aujourd'hui, traitons d'abord les questions. Comment peut-on parler des ressources naturelles sans clarifier les questions qui sont déjà en justice? Traitons ces questions-là, qui sont en justice, les 94 milliards. Traitons la question de l'attribution pour Petrotim, etc. Voilà des questions qui ne nécessitent pas de discussion. Il faut les traiter. Traitons la question de l'agriculture. Vous voyez un peu les conditions dans lesquelles les paysans, aujourd'hui, la campagne agricole. Voilà, c'est des questions qui relèvent du pouvoir d'État. Ça ne relève pas de l'opposition, ça ne relève pas de la société civile. Les Sénégalais ont exprimé leur suffrage. Le président estime qu'il a 58%, il n'a qu'à gouverner. Maintenant, moi, je ne comprends pas le sens de ce dialogue. Par contre, sur les élections, ils ont tellement cassé le système qu'il faut le rétablir. Les blessures, il faut les penser au lieu de les laisser saigner. On a tellement entendu ça pendant des années. Il n'y a pas d'opposition au Sénégal. Et on a eu 2 alternances. Et pendant les 2 alternances, on a toujours dit qu'il n'y avait pas d'opposition au Sénégal. La première opposition au Sénégal, c'est les travailleurs des villes et des campagnes qui vivent des conditions extrêmement difficiles. Maintenant, chaque parti a sa stratégie de présence. Si vous pensez que les militants des partis d'opposition sont absents du combat politique, c'est que vous n'avez pas compris ce qui se passe et comment ça se passe. Il y a une campagne insidieuse de décrédibilisation de l'opposition en se disant « oh, ils ne sont pas là », etc. Que tel ou tel dirigeant ne soit pas visible ou choisit de ne pas être visible, ça c'est sa stratégie politique. Que tel dirigeant choisit d'être visible à tel moment et de laisser le front social avancer dans d'autres moments, c'est une stratégie. Que tel dirigeant décide de ne pas se mettre de l'avant dans un combat dirigé par exemple, des activistes, ça, c'est des stratégies politiques. Mais allez demander aux militants, allez vérifier qui sont dans ces manifestations. Si vous pensez que les partis politiques d'opposition dorment, vous vous trompez.
Et ça, c'est une campagne pour essayer de décrédibiliser ces partis politiques qui travaillent du matin au soir pour articuler un discours, pour faire des offres alternatives et pour préparer les changements qui doivent intervenir aussi bien au niveau des élections territoriales, des élections législatives que présidentielles. La réalité, c'est que les partis politiques et leurs militants sont sur le terrain matin, midi, soir et se battent. Maintenant, que les dirigeants politiques, dans leur stratégie de présence, tempèrent ou accélèrent ou soient visibles dans tel ou tel aspect, ça c'est secondaire. Et d'ailleurs, ça ne concerne pas le pouvoir. Ça concerne l'opposition. C'est à l'opposition de développer sa stratégie, soit dans le cadre d'un front, soit dans le cadre individuel. Et ça, c'est une campagne qui ne servira à rien. On l'a déjà vu, on avait dit que l'opposition n'existait pas en 2000. On avait dit que l'opposition n'existait pas en 2012. À un moment donné, on a vu toujours le pouvoir avec une partie de la presse qui fait accréditer cette idée-là, mais les résultats, c'est que quand il faut décider, le peuple sénégalais est assez mûr. Le président de la République ne doit pas avoir une réaction personnelle. La question n'est pas de savoir si M. Macky Sall va se présenter ou non. Ce n'est pas ça. Ça n'intéresse personne. Qu'il décide à un moment donné de se présenter ou de ne pas se présenter, ça n'intéresse personne. Ce qui intéresse les Sénégalais, c'est est-ce que le président de la République, garant des institutions, va se soumettre aux règles au moment où il sera question de se présenter ou de ne pas se présenter. Et ensuite, est-ce que politiquement, le président de la République va donner un signal de mise en œuvre d'une règle qui est devenue consensuelle, 2 mandats, pas plus. Ce n'est donc pas une question juridique, c'est une question politique. Et sur le plan de l'éthique, est-ce que le président de la République va respecter sa parole qu'il avait donnée sur cette question de façon claire et nette? Et troisièmement, sur le plan moral, est-ce que le président de la République va prendre une décision qui risque d'avoir des conséquences sur la stabilité du pays, qui risque d'avoir des conséquences sur des vies humaines, qui risque d'avoir des conséquences sur les biens et la liberté des personnes. Voilà les vraies questions. Donc répondre en tant que personne, c'est déjà fausser le débat. Justement, c'est fausser le débat parce qu'il parle en tant que M. Macky Sall, alors que ça n'intéresse personne.